Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Curieusement, au moment où l'opposition entre, plus qu'elle ne l'était déjà, en léthargie, qu'elle tourne en rond, qu'elle montre toute l'étendue de son absence dans le cours de l'histoire, de sa trop faible influence sur la rue et les événements, au moment où la presse adopte un profil très bas, pour le moins qu'on puisse dire, presque timoré, au point où elle semble attendre qu'on lui dicte ce qu'elle peut dire ou non, quand, à l'instar de certains médias, elle fait dans la résonance zélée. Ses rédactions et les salons politiques bruissent des infos les plus folles. Il se passe des choses très importantes, vraisemblablement, voire graves, annonciatrices de grands bouleversements. Ça s'agite très sérieusement dans le sérail, particulièrement dans le premier cercle du pouvoir. La panique qui semble s'être emparée du régime depuis qu'il a compris qu'il devra réduire la voilure de façon drastique, depuis qu'il sait qu'il ne peut plus anesthésier les masses, qu'il ne peut plus entretenir l'illusion d'une prospérité on ne peut plus factice, depuis que ses propres affidés ruent dans les brancards et qu'il refuse de se soumettre à une réduction de la rente, depuis que les déclarations du ministre français des AE sur une coopération qui est tout ce qu'on veut sauf transparente, puis celle du chef de l'État français lui-même sur la santé du président algérien, dont tout un chacun en Algérie sait qu'il est incapable de réciter la table de multiplication de 2. Alors que lui, le chef de l'État français, nous le présente comme disposant d'une très grande capacité intellectuelle et d'une efficience qui ne fait aucun doute. Et donc, au moment où ces sortes de manœuvres se mettent en branle, comme pour préparer le terrain à quelque chose de pas très net, des événements se précipitent, des stratégies se mettent en place, la vallée du Mzab brûle, Yahya revient au RND et aux affaires, une sorte de rivalité informelle s'installe entre lui et Sellel, les deux font figure du jour au lendemain de présidentiables parmi les plus dociles, les plus à même de remplacer au pied levé éventuellement la marionnette Bouteflika, la vitrine Bouteflika. Haddad, l'oligarque du jour et probablement le plus riche du pays, propose une très étrange feuille de route où il suggère, entre autres, de mettre fin au soutien des prix, de se préparer aux dures réalités d'une paupérisation qui s'annonce à grands pas et plus tôt que prévu, et même à proposer une amnistie fiscale pour tous les grands voleurs, seulement les grands voleurs, pas les petits, qu'il faut continuer à châtier et à charger de tous les péchés. Au même moment, comme par le plus grand des hasards, la violence terroriste flambe, faisant de nombreux morts parmi les militaires algériens, des morts dont on nous cache le nombre, des tragédies qui ne sont même pas commentées par les chefs de l'armée, encore moins par le président de la République. Le plus curieux est que ceux qui utilisent ce malheureux otage qui est devenu le chef de l'État et qui ne ratent habituellement pas une occasion de lui prêter des discours, des consignes, des décisions et qu'ils prennent et qu'ils lui font endosser avec la complicité désormais acquise de la classe politique et des médias. Cette fois-ci, ces gens qui signent ces décrets, qui nomment et dégomment en son nom, n'ont même pas estimé utile de lui faire présenter ses condoléances aux familles des soldats assassinés, comme si quelqu'un entonnait quelque part un air déjà connu. Il y a quelques années, en effet, quand l'argent est tombé comme la pluie dans les caisses de l'État, par la seule grâce de la flambée des prix du baril, les barons du régime ont eu soudainement besoin de paix pour pouvoir prospérer et piller les ressources dans la quiétude, parce que l'argent a besoin de tranquillité pour affluer en masse. Mais dès que l'argent a commencé à manquer, puisque les recettes sont tombées de près de 50%, voilà que la violence se réinstalle, comme sortie du chapeau. Un vieux truc en fait, le régime sait que maintenant que la bulle va crever, que les Algériens vont passer d'une situation d'abondance débridée à des privations que plus personne n'imaginait qu'elles puissent revenir dans leurs habitudes, ce régime sait donc qu'il ne pourra plus garder les gens sous anesthésie. Il sait que le réveil va être très brutal et que la contestation risque de le balayer. Alors, il réinvente le terrorisme pédagogique. Il appuie sur le bouton du djihadisme
qui n'a jamais cessé de contrôler, même si les crétins qui serrent contre leur cœur les fatwas de mort ne savent pas que celles-ci sont concoctées par des officines du même régime. Le terrorisme va servir au régime à faire peur aux Algériens, à leur montrer qu'ils risquent de replonger dans l'horreur de la décennie rouge s'ils osent seulement envisager la moindre saute d'humeur. Et là, en l'occurrence, il va leur dire « ou c'est moi, ou c'est la Syrie, ou c'est moi, ou c'est Daesh ». Un Daesh qui, curieusement, commence à se manifester ici et là et même à susciter des vocations, des ralliements. Et toujours au même moment, dans la même symphonie cacophonique, excusez pour le... cacophonique, si je peux oser, parce que ce qui se passe peut sembler décousu, sans vrai tenant, sans vraie vision. Une action d'envergure s'est pourtant ébranlée, où chacun des événements, des déclarations, voire même des incidents que j'ai cités, à sa place, avec une précision étonnante, où la déclaration de François Hollande côtoie le limogeage de Ben Younes, où celui des généraux, encore trop proches du DRS, tutoie les attaques dites djihadistes, où la recomposition non encore annoncée du FLN prépare un réaménagement des clientèles périphériques, où la sortie de Ali Haddad se décline aux comptines du FMI qui ne vont pas tarder à nous être chantées, où chaque fausse note est une note d'une partition composée par musiciens talentueux de l'autre côté, un ingrédient d'un remède de cheval concocté par les labos de là-bas, dans ce qui est en train de se produire sous nos yeux, et surtout à notre insu, il n'y a aucun hasard. Les grandes manœuvres ont bel et bien commencé. Aujourd'hui. TSA. Changement dans l'armée. Bouteflika verrouille à tous les étages. Par Achira M'amri. Jeune Afrique. Algérie. Changement à la tête de 3 importants postes de sécurité. L'Huffington Post. Après Belkhadem, Ben Younes ou les servitudes de l'animation politique dans une Algérie bloquée. Par Saïd Jafar. Le régime vient donc de procéder à des limogeages, à des dégommages, à des nouvelles nominations. Il vient de limoger pas moins de 3 généraux-majors, parmi les plus importants, et un ministre qui était pourtant un fidèle parmi les fidèles du clan Bouteflika et néanmoins très très ami avec l'homme clé de tout le régime, l'homme clé de voûte, si je peux dire, Saïd Bouteflika. On va écouter sa dernière déclaration. Les Algériens ont passé le ramadan dans la quiétude, dans la sérénité. Tout était disponible à des prix totalement abordables. Ces fameuses licences d'importation et d'exportation, pour lesquelles il y a eu beaucoup de débats, pour lesquelles il y aura encore du débat. C'est des licences aussi qui vont très certainement toucher des intérêts qui sont importants. Mais moi, je m'étais engagé et je suis même prêt à prendre l'engagement que mon ami Berti se poursuivra. Elles vont se faire dans la transparence la plus totale. Aujourd'hui, pour parler de cette situation, nous recevrons, par ordre alphabétique, professeur Belaïd Abban, professeur de médecine et néanmoins politologue, Soufiane Gilali, président de Gil Jadid, et Sami Ziri, documentaliste. Professeur Belaïd Abban, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jamal. Merci. Pour votre invitation. Merci. Alors, si nous commencions par parler du limogeage de Ben Younes, puisque le mot a été lâché, on parle de limogeage. Oui. Ce limogeage ne nous intéresse que dans la mesure où ça traduit un peu les mœurs politiques du système algérien. C'est-à-dire l'opacité et puis l'utilisation de la ruse et des réactions violentes chaque fois qu'il y a un manque de docilité ou chaque fois qu'il y a de la suspicion. Amara Ben Younes, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est un homme intelligent qui s'est formé politiquement. Mais personnellement, je crois qu'il a fait
une erreur, une très grande erreur. Même, je pourrais même dire deux erreurs. La première, c'est qu'il a cru qu'il était ministre dans un système qui avait un fonctionnement institutionnel. C'est-à-dire que les choses se faisaient dans la transparence. Et comme vous dites là-bas, chez vous en Angleterre, il a été un peu overconfident. Il a eu un excès de confiance en soi. Et donc, il n'a pas imaginé un seul jour qu'il pouvait être démis de ses fonctions. Et là, malheureusement, il va retomber de très haut. Moi, je n'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances, comme on dit. Donc, je peux simplement dire qu'il a été victime des pratiques de système qui, loin de traduire la stabilité qu'on a essayé de nous vendre, au contraire, c'est la pire des instabilités, puisque personne ne sait de quoi demain sera fait dans le gouvernement actuel. Mais, Belaïd, une question d'importance que tout le monde se pose. D'habitude, il est dans les mœurs de ce régime, c'est pas la première fois qu'il dégomme des gens qu'il limoge, mais d'habitude il use de certains vocables comme mise en réserve de la République, appelé à d'autres fonctions. Pourquoi là, en l'occurrence, les médias ont reçu, j'allais dire, l'injonction de prononcer le mot limogé? Pourquoi? Parce qu'il y a probablement eu faute. On sait de toutes les façons qu'officiellement il y a eu faute parce que le ministre du Commerce n'a pas su réagir par rapport à des choses qui se sont passées à Tizi Ouzou, notamment l'incendie du marché de Tizi Ouzou. Et Amara Ben Younes ne s'est pas comporté en ministre de la République. D'abord, il a parlé d'anarchie, ce que les commerçants de Tizi Ouzou ont refusé catégoriquement. Deuxièmement, un ministre doit pouvoir prendre ses responsabilités. Amara Ben Younes, il a dit « Moi, je ne peux rien faire pour vous, il faut aller voir le Wali ». Et ça, à mon avis, c'est les choses objectives. Maintenant, il y a sans doute autre chose, parce que les cartes se sont redistribuées, que le régime arrive, j'allais dire, au bout du rouleau, et que chacun essaie très probablement de se replacer. Est-ce que Amara Ben Younes a essayé de se replacer? Il est fort possible. Et le système ne pardonne pas à quelqu'un qui l'a adoubé de changer de parrain. Il y a probablement de cela également. Je voudrais revenir sur une deuxième chose. Amara Ben Younes, cette overconfidence, cet excès de confiance qu'on a senti chez lui, était tel qu'il a commis une deuxième erreur. Il a oublié que le pouvoir, la source du pouvoir, c'est le peuple. Et Amara a fait une erreur pendant la campagne électorale, que beaucoup de gens ne lui ont pas pardonné, c'est d'insulter les électeurs potentiels, même s'ils ne sont pas, j'allais dire, des partisans de Bouteflika. Rappelez-vous de cette fameuse formule qui a d'ailleurs fait Flores et qui lui a été même vertement reproché par ceux qu'elle était censée défendre. Cette formule, ceux qu'elle était censée défendre ne l'ont pas appréciée. C'est pas comme ça qu'on s'adresse à des électeurs du style être des électeurs opposants. Il a voulu faire dans le populo. Il a voulu faire dans le populo, dans le gars qui parle comme tout le monde. Parce que c'est une expression, en fait, moi je ne l'ai pas trouvée très insultante, à vrai dire, puisque chez nous, on l'utilise comme ça. En politique, en politique, on n'insulte pas les gens qui oui, je vous le concède, je vous le concède. Ils ne sont pas contents, oui. C'est très vrai. Mais c'est pas les formules d'un ministre. Ça, malheureusement, c'est une erreur. C'est très vrai. Voilà. Et tout le monde l'a prise de ce point de vue-là. Restez avec nous, professeur Belaïd. Je reviens à vous dans un instant. Je vais faire un petit tour de table. Sofiane Gilali, vous êtes avec nous en Skype, vous aussi? Absolument. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à vous, aux téléspectateurs et à vos honorables invités avec lesquels j'espère qu'on va partager pas mal d'idées. C'est très bien. Je compte surtout sur vous trois pour vous passer de moi, pour engager un peu une discussion entre vous, vous poser des questions, revenir l'un vers l'autre. On essaye de... Vous savez, c'est très dangereux de vouloir se passer du chef.
parce que juste après, on peut avoir le retour de bâton. Ah ben, Donc, merci. on ne se passera pas de vous, M. Djamaldine. Merci pour le chef, merci, je suis flatté. Sinon, Soufiane Gilali, vous-même, en tant qu'homme politique, vous êtes président d'un parti, vous faites partie de la CNLTD, vous êtes très actif, il faut vous le reconnaître, vous faites ce que vous pouvez, du moins. Mais il n'empêche que, pour vous le dire, comme je l'ai dit dans mon introduction, malheureusement, l'opposition a très très peu d'influence sur le cours des événements. Il n'empêche pas moins qu'elle est là, qu'elle observe, qu'elle sait un tant soit peu ce qui se passe dans les coulisses. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui informe un peu l'opinion publique sur les vrais tenants et les vrais aboutissants de tout ce micmac? Oh, vous savez, depuis le temps à Al Magharibiya et au niveau d'autres médias, les gens parlent de comment se passent les coulisses du pouvoir. Je pense que les Algériens ont une idée assez précise maintenant. C'est un pouvoir autarcique qui est fermé, qui prend les gens par cooptation. Il y a une forme de deal entre eux. Ils profitent un peu des avantages de la République. Et puis, quand quelqu'un dépasse un peu ses limites, il est vite rabroué. D'ailleurs, l'épisode de l'ex-ministre du Commerce montre bien, et en tout cas devrait faire réfléchir tous les autres porteurs d'eau à M. Bouteflika qu'à la moindre incartade, ils vont être avec ingratitude rejetés et détruits a priori. C'était le cas de M. Belkhadem. Quelques-uns d'entre eux ont vécu des petits moments de passage de désert. Et puis, voilà les suivants qui arrivent. Donc, le pouvoir agit en fonction de ses propres intérêts. Et ces intérêts, en l'occurrence, sont perdurés le plus longtemps possible, quitte à entrer en deal avec des puissances internes ou des puissances externes, telles que le fait apparemment le président de la République. À ce sujet, juste un mot. Introduction, vous sembliez le disculper un petit peu de la situation en disant qu'il n'est pas en état de gérer et que peut-être même il est devenu victime. J'allais vous en faire la remarque, justement. J'allais vous dire que les gens de l'opposition et la presse, mes confrères, parlent de Bouteflika comme si c'était lui qui avait pris la décision à chaque fois. Mais si vous voulez dire quelque chose sur ça, je vous en prie. Expliquez-nous. Je ne sais pas dans quelle mesure il est encore conscient et lucide continuellement, mais il faut dire qu'il est le premier responsable de cette situation. Il en est l'architecte et de toutes les décisions qui découleront de cette situation-là, il en est totalement responsable et complice. Donc il ne faut pas le victimiser maintenant, il ne faut pas l'innocenter et c'est autour de lui qu'aujourd'hui sont en train de se fabriquer les intrigues de palais. C'est pour pour sa protection, la protection de sa mémoire, si j'ose dire, de son image, mais la protection aussi directe de son entourage, de sa famille, de leurs biens accumulés ici, ailleurs, de leurs amis, etc. On a vu comment le système avait réagi très violemment lorsque Cheikh Khalil avait été mis en cause par d'abord la justice étrangère, puis par la justice algérienne. Donc, c'est un clan qui est apeuré. Ils ont le sentiment que leur grand chef est sur la fin, mais ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une succession qui soit décidée par le peuple ou par d'autres centres de pouvoir, mais exclusivement par leur clan à eux pour perpétuer la rente et perpétuer leur emprise sur le pays. Mais Soufiane Gilali, est-ce que ce n'est pas plutôt vous et tous les politiciens et tous les journalistes qui nous affirment que Bouteflika a ses responsabilités, qu'il est responsable de ce qu'il décide, qui est en train, excusez du mot que je vais utiliser, de tromper l'opinion publique, puisque je ne sais pas si j'ai de bonnes informations, mais pour ce qui me concerne, les informations que j'ai reçues font état d'un Bouteflika qui n'a quelques minutes de lucidité, de relative lucidité par jour, qui oublie même comment il s'appelle, qui ne sait pas la table de multiplication de 2, qui est incapable de tenir un discours d'1 minute qui ne soit pas décousu, qui ne peut pas s'occuper de lui-même, qui ne reconnaît pas les siens et dont on signe les décrets, dont on lui fait endosser des décisions qui sont prises par d'autres.
notamment Saïd Bouteflika qui est le vrai patron avec la complicité de puissances étrangères. Est-ce qu'en l'occurrence, ce n'est pas plutôt les gens, comme vous venez de l'assumer vous-même, qui disent le contraire, qui procèdent à cette tromperie massive de l'opinion publique? Non, tout simplement parce qu'on a vu par exemple juste après le 17 avril, dans cette pseudo-élection, M. Bouteflika a lu au moins pendant 15 minutes un discours et il semblait maîtriser à la limite les quelques mots qu'il disait. Pourquoi vous n'avez pas vu l'oreillette, Sofiane Djilali, vous n'avez pas vu l'oreillette qu'il portait? Si, mais il reste quand même, il a un minimum de lucidité, même si c'est peu de temps, et c'est pour ça que je dis, il faut qu'il assume devant l'histoire le marasme et la crise dans laquelle il a mené le pays en toute conscience. Il a suffisamment de conscience pour savoir qu'il allait mener le pays vers la catastrophe. Il l'a fait pour son intérêt. Maintenant qu'il remette les clés à son entourage, il n'y a pas de doute, ce n'est pas lui qui rédige. Lui, il est en situation d'invalidité. Il est impotent. Il aurait fallu appliquer l'article 88 et décider rapidement d'une élection présidentielle en 2013. C'était déjà folie furieuse que d'avoir fait le quatrième mandat. Mais pourquoi je parle et j'essaye de personnaliser, ce n'est pas pour charger une seule personne, mais il a incarné tout le système et c'est lui qui l'a mis en route, c'est lui qui a désertifié la scène politique durant 15 ans, c'est lui qui a été à l'origine de la politique économique qui a mené le pays là où elle est. C'est lui qui a géré avec les hommes qu'il a choisis, lui, entre autres ceux qui ont eu beaucoup de scandales à Sonatrach et ailleurs. Donc, il ne faut pas maintenant qu'il s'en sorte aussi tranquillement, dire que le monsieur est malade, il dort. Il participe à la comédie. Il participe. Vous avez vu, la dernière fois, on nous a dit que le Conseil des ministres s'est déroulé à Zeralda. C'est le cas. Mais est-ce que les gens ont commenté les images que nous avions vues? C'est exactement la réplique de la salle de réunion des conseils des ministres d'Al Moradia. Ça signifie quoi? Que depuis maintenant plus d'une année, M. Bouteflika ne se rend plus jamais à Al Moradia. Il se réunit en faisant croire aux Algériens qu'il est à Al Moradia. Restez avec nous, Sofiane Djilali. Cette mauvaise comédie, il faut y mettre un terme. Restez avec nous. Nous allons continuer de faire le tour de la table et nous revenons à vous, à chacun de vous. Sami Dzeri, vous êtes avec nous. Merci d'être avec nous. Merci à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia. Merci Sami. Alors, avant d'en arriver au vif du sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, Sofiane Djilali semblait nous dire qu'en fait, nous n'avons pas à dire que ce n'est pas Bouteflika qui est aux commandes, en fait, que ce n'est pas Saïd Bouteflika qui est le principal responsable, que nous devons lui demander des comptes à lui, puisque c'est lui qui est élu, qui s'est fait élire du moins. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, Sami Dzeri? Ce qui concerne le personnage Bouteflika, donc c'est quelqu'un qui n'est pas venu au monde de la politique dans le berceau de la culture démocratique. C'est quelqu'un qui a une vision, une conception très césariste du pouvoir. C'est-à-dire, il faut servir Bouteflika et pas l'intérêt commun ou l'intérêt du pays. Et ça, il l'a prouvé durant son mandat, ces 4 mandats qui se sont passés. Mais d'après vous, est-ce qu'il est aux commandes réellement? Ou est-ce que c'est une pauvre marionnette désarticulée qui sert de façade à un vrai pouvoir occulte? Non, sincèrement, non, parce que bon, c'est le clan, donc c'est son frère, bien évidemment, et c'est lui le chef d'orchestre pour l'instant. Et tout récemment, il y a un deuxième frère qui s'est introduit également, c'est Nasser Bouteflika, qui a réussi à mettre dans le remaniement du gouvernement des gens qui sont très 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 proches de lui, notamment l'actuel ministre de l'Intérieur, qui était son patron au ministère du Travail et de la formation professionnelle. Vous avez aussi la ministre des Télécommunications et Technologies, et ainsi de suite. Et donc, tout ça présage une lutte au pouvoir pour la succession, surtout la succession. Il ne faut pas que la succession soit imposée de l'extérieur
du cercle du pouvoir actuel, et il ne faut pas que ce soit aussi porté par une volonté réelle, populaire, d'un changement de régime. Voilà. Venons-en justement au sujet de ce qui se prépare, ce qui semble se concocter. On dit que les 3 généraux-majors qui ont été dégommés, je vais vous dire leur nom, le chef de la garde républicaine, le général-major Ahmed Moulay Meliani, le responsable de la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle de la DSPP, le général-major Jamal Kahal Mejdoub, et le responsable de la direction de la sécurité intérieure, le général-major Ali Ben Daoud. On dit, certaines sources affirment, avancent, qu'ils seraient des proches de Toufiq, qu'il y aura la guerre entre le clan Bouteflika et Gaïd contre Toufiq continue de plus belle. Or, tout le monde sait aujourd'hui que sans Toufiq, sans l'apport direct de Toufiq, jamais le DRS n'aurait pu être déboulonné. C'est lui le principal artisan du déboulonnement du DRS. Donc, votre propre avis sur la question, est-ce que c'est vrai qu'ils ont été remerciés, limogés, chassés parce que c'est des proches de Toufiq? Non, pas du tout. C'est un leurre. Ben Daoud était proche de Toufiq quand il était attaché militaire à Genève, qui s'est occupé de Bouteflika pendant sa traversée de désert. Il était proche de Toufiq quand il était à Paris, attaché militaire, mais après, il a lâché. C'est quelqu'un qui est devenu très 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 proche de Saïd. Et il est retourné en Algérie. Il a été nommé général et il a été nommé conseiller responsable de la sécurité à la présidence avant qu'il remplace bien évidemment Tartag. Ouais. Les 2 autres aussi, Moulay et l'autre, ils étaient proches de Bouteflika. Toufiq, ça fait plus de 2 ans, il n'est rien du tout que l'ombre de lui-même. C'est un éventail, il a été tenu juste comme ça, un homme de paille comme ça. Mais voilà, on veut pas déstructurer totalement les services de sécurité, mais on a fait éteindre la lumière à Toufiq de manière progressive. Mais justement, Sami Djeri, deux questions. Dans ce cas, pourquoi Saïd Bouteflika dégomme des généraux qui sont très proches de lui, qui lui sont fidèles, de la même manière qu'il a dégommé Ben Younes, qui lui est très fidèle, qui est très proche de lui? Et la deuxième question, pourquoi Toufiq ne part pas, puisqu'il est tellement affaibli qu'il n'est que l'ombre de lui-même depuis 2 ans? C'est normal, c'est un système qui n'aime pas le déséquilibre. Et donc, il faut ce qu'on appelle joue d'équilibrisme. C'est maintenir une personne, non pas en lui-même la personne, mais la structure. N'oubliez pas que Toufiq, il est là depuis presque 25 ans. Et donc, il a des ramifications un peu partout, dans la société, un peu partout, et dans l'armée, y compris les régions militaires, les unités, ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas faire des choses, disparaître quelqu'un comme ça. Et souvenez-vous, le cas de Mohamed Lamari. Mohamed Lamari, c'est lui-même qui l'a démissionné, en sachant que Bouteflika l'a provoqué à maintes reprises. En 2004, quand Bouteflika a eu son 2e mandat et que le représentant de l'état-major à l'époque était Ben Flis, eh ben, on l'a poussé jusqu'au point où il a démissionné. Seulement... Pardon, vous avez dit Ben Flis... n'a pas le courage de démissionner. Pardon, Sami, vous avez dit de Ben Flis qui était responsable de quoi? Ben Flis était le candidat de l'état-major en 2004, soutenu par Mohamed Lamari. Par Mohamed Lamari, qu'il a laissé au milieu du guet à la fin, il l'a abandonné au milieu. Mais restez avec nous, Sami, je reviens à vous dans un instant. Belaïd Abban, je reviens à vous. Belaïd? Est-ce que Belaïd Abban est avec nous? Oui, je suis là. Alors, avant d'en arriver à une lecture que je vous demanderai de nous faire sur la situation actuelle de façon globale,
Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous avancer Soufiane Gilali sur l'état de santé du président Bouteflika? Il affirme qu'il ne faut pas le dédouaner de sa responsabilité, qu'il est bien celui qui décide, qu'il faut qu'il endosse sa responsabilité. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais je pense, je l'ai déjà dit, je crois, à votre antenne, la responsabilité de Bouteflika est engagée dès lors qu'il a déverrouillé la Constitution à deux mandats. C'est à mon avis à ce moment-là que les problèmes ont commencé et que le système s'est en quelque sorte enferré dans ses contradictions. Maintenant, est-ce qu'il est en mesure de gouverner? Je l'ai dit également à cette antenne, il a encore une espèce de logiciel du pouvoir. C'est-à-dire, il a encore la ruse de comprendre quels sont les enjeux et quels sont les clans en présence. Maintenant, est-ce qu'il est lui-même capable de gouverner dans la situation extrêmement grave dans laquelle se débat le pays, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan économique avec la chute, la dépression des cours des hydrocarbures, sur la sécurité nationale à nos frontières? Ça, je pense qu'il n'est pas en mesure de gouverner et qu'il n'est pas en mesure d'impulser une ligne directrice générale. Alors comment gouverne-t-il? Il est certain que son proche entourage, dont son frère, le consulte sur des problèmes d'importance fondamentale. Alors, est-ce que son frère répercute l'avis du président de manière précise ou interprète ses désirs? Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir, mais c'est là toute la contradiction du système, et c'est là la gravité, j'allais dire, de la situation actuelle, dans la mesure où le régime fonctionne dans l'opacité la plus totale, et que les Algériens, ce n'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent qu'il y ait de la transparence, qui gouverne, et ils attendent également que le chef de l'État s'adresse à eux pour les rassurer, notamment dans la situation présente où tout le monde commence à s'inquiéter sérieusement. Le deuxième aspect qui a été évoqué, c'est la place de Toufik dans le dispositif actuel. Oui. Et donc, et bien entendu, le sens des limogeages des trois généraux dont les fonctions entraient plus ou moins à la sécurité présidentielle d'abord et aussi à la sécurité du pays. La première réponse, c'est qu'il est certain qu'il y a eu un problème au palais présidentiel de Zeranda. Donc la première réaction d'un système et d'un clan qui est, j'allais dire, obsessionnellement méfiant, c'est de se dire ils sont en train de comploter contre moi et donc d'avoir une réaction brutale. Maintenant, est-ce que ces généraux collaborent avec un Toufik qui voudrait éventuellement renverser Bouteflika? Ça, je ne le pense pas du tout. Toufik, le général Toufik est, j'allais dire, presque dans le même deal que Bouteflika. Nous allons tranquillement partir ensemble. Je ne pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit pour le gêner. S'il avait fait quoi que ce soit pour le gêner, je pense qu'il aurait, il y a longtemps qu'il l'aurait fait partir. Professeur Belaïd Abban, excusez-moi de vous interrompre. Une question très importante que se posent beaucoup de gens. Qu'est-ce qui a poussé François Hollande à apporter un tel soutien à la version de Bouteflika? Est en bonne santé, il est d'une grande alacrité, d'une grande sagesse intellectuelle, il a une vision globale du monde, de la politique, et il gère très bien le pays. Les socialistes français, qui n'ont pas brillé par leur humanisme et leur amitié pour l'Algérie par le passé, sentent comme une espèce de besoin de se refaire par rapport à l'Algérie, d'une part. D'autre part, les liens tissés avec le régime actuel sont très importants. Et pour les socialistes français, il vaut mieux ce qu'ils appellent, eux, la stabilité du système, c'est-à-dire que Bouteflika passe la main à quelqu'un de son clan, plutôt que d'encourir le risque d'un régime qui peut se tourner vers d'autres puissances, notamment les Anglais ou les Américains. Qu'est-ce qu'il est allé chercher Hollande dernièrement en Algérie? Je ne pense pas que ce soit pour des choses précises. Peut-être apporter un soutien, c'est fort possible. Mais aller chercher des choses précises dans une visite, j'allais dire officielle, avec des chefs d'entreprise, des membres du gouvernement, je ne crois pas qu'on soit rentré dans les détails
j'allais dire, d'une manœuvre quelconque, personnellement. Maintenant, je peux répondre à une question beaucoup plus précise que celle-là. On dit qu'il est parti à Alger, il est dans un cadre de préparation d'un soutien massif pour sa prochaine campagne électorale que lui apporterait le régime algérien. Et c'est ce qui aurait fait sortir Sarkozy de ses gonds, d'où sa déclaration tunisienne. Premièrement, je ne pense pas que ce soit dans ce cadre-là que se décident les soutiens des campagnes électorales, même si effectivement les Algériens ont coutume d'envoyer un peu d'argent à tous les candidats aux présidentielles françaises. Je ne crois pas que ce soit dans ce cadre-là que ça peut se décider. Ceci dit, il est possible que ce problème ait été évoqué, mais tout à fait en aparté avec des personnes qui sont habituées à traiter ce genre d'affaires. Mais je ne pense pas que ce problème ait été évoqué entre Hollande ou son proche entourage et des officiels algériens. Maintenant, pour revenir à la sortie de Sarkozy, je ne crois pas qu'il faille lui accorder beaucoup d'importance. Sarkozy, en fait, il n'a rien d'un véritable homme politique parce qu'il n'a aucune mesure dans le discours. On peut dire même qu'il a un langage qui est politiquement incorrect. Insulter l'Algérie à partir de la Libye pour un ancien président de la République française qui aspire à devenir de nouveau président de la République, à mon avis, c'est vraiment un discours politique de bas de gamme. De la Tunisie, donc, il a parlé de la Tunisie. Il fait, oui, en Tunisie, mais il fait des traits d'esprit qu'il ne contrôle pas et qui, à mon avis, ne dénote d'aucune vision stratégique. Je ne crois pas que ce soit en réponse à une espèce de deal entre les socialistes et le gouvernement algérien actuel. Belaïd Abban, quelle est votre vision, les perspectives que vous envisagez dans un proche avenir? Qu'est-ce qui va se passer en Algérie? Qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai dit aussi, la physiologie va malheureusement jouer. La situation actuelle tient au fait que le président est toujours là. Et donc, c'est en son nom que tout se fait. C'est pour ça qu'on essaie de le préserver de multiples façons et qu'on essaie en quelque sorte de le maintenir en vie intellectuelle de manière acharnée. Alors, ce qui explique le remue-ménage actuel et toutes les manœuvres de sérail actuelles, c'est probablement que le clan qui détient actuellement le pouvoir est en train d'envisager, j'allais dire, un plan B, c'est-à-dire passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il est fort possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui se replacent, et ça fait en quelque sorte sortir tous les loups du bois, et c'est peut-être une stratégie également, et ça permet donc de repérer quels sont ceux qui peuvent faire encore un bout de route avec le clan actuel au pouvoir. Restez avec nous, professeur Belaïd Abban. Je crois que nous avons perdu Soufiane Djillali qui a un problème d'électricité là où il est. Paraît-il, il y a des délestages. Est-ce qu'on l'a retrouvé, ne serait-ce qu'au téléphone? Soufiane Djillali? Soufiane Djillali, je crois qu'on vous a perdu en Skype à cause de ce problème d'électricité. Absolument. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des coupures sans arrêt et bon, j'espère que ça pourra revenir. Oui, je vous entends. Alors, d'après vous, question que je viens de poser au professeur Belaïd Abban, quelles sont, selon vous, les perspectives à court terme pour ce pays? Écoutez, juste avant de vous répondre, je ne voudrais pas laisser quand même une confusion s'installer. Peut-être que mes propos tout à l'heure n'ont pas été très bien interprétés. Je n'ai jamais dit que M. Abdelaziz Bouteflika était en état de diriger le pays. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne disculpe personne autour de lui, y compris et peut-être d'abord son propre frère Saïd Bouteflika. Je voulais simplement dire qu'il avait moralement, politiquement et peut-être même pénalement la responsabilité de ce qui se passe. En tout cas, l'histoire le condamnera lui et tous ceux qui l'ont aidé à être au pouvoir et à se maintenir au pouvoir dans cet état-là. Voilà, maintenant pour ce qui concerne votre question, l'avenir, l'Algérie va être appelée à vivre des moments difficiles. Il ne faut pas se le cacher. Nous ne sommes plus dans une situation où on peut
à l'aise, préparer l'avenir, construire un état de droit qu'on n'a pas encore eu, préparer un processus démocratique, etc. Les difficultés économiques, financières, politiques et maintenant les graves contradictions à l'intérieur du pouvoir lui-même, tout cela remet en cause la sérénité et la stabilité du pays. Je crois que les toutes prochaines semaines et peut-être prochains mois, nous allons vivre des moments assez pénibles et qui vont bouleverser beaucoup de données. Il faut l'assumer, il faut traverser cette période-là, il faut tenir, il faut que les Algériens comprennent que c'est tout l'avenir qui est en jeu et comme un sous-marin plonger le temps qu'il faut pour revenir mieux à la vie, pour revenir mieux au soleil. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Sami Dziri, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis toujours avec vous. Sami, ce retour de la violence, comme ça, sorti du jour au lendemain, des groupes terroristes sont réactivés, ils font de nombreuses victimes. Il semble même qu'on ne nous dise pas toute la vérité, qu'il y ait plus de victimes qu'on ne les reconnu. D'après vous, ça procède de quoi? C'est contrôlé par qui? Incité par qui? Parce que le pouvoir il n'est pas stable, il est en perpétuelle recomposition. Perpétuelle recomposition, pourquoi? Parce que bon, il n'y a pas d'institution, il y a des institutions de façade. Vous avez vu la réaction à la suite de ce qui s'est passé à Zeralda. Les généraux ont été limogés. Mais par contre, le chef de région de Ain Defla, là où 11 jeunes jetés comme ça dans la gueule du monstre, de leader terroriste, soi-disant, n'a pas été limogé. C'est que pour voir comment les enfants du peuple, quand ils meurent, c'est pas grave, mais quand une menace le vrai cercle de pouvoir, on les mange les généraux en paquet. Le retour du terrorisme coïncide de manière étonnante avec le retour de Yahya. Ils nous ont sorti au Yahya comme dans les années 90. Yahya, il a dit si vous voulez vraiment jouer le jeu démocratique, c'est le retour du printemps, la venue du printemps arabe en Algérie et le retour du terrorisme. Ce que vous avez évoqué, le terrorisme pédagogique existe en Algérie. Malheureusement, il existe. Vous n'allez qu'à voir juste à Rabdaya. À Rabdaya, vous avez des gens qui passent sur Facebook, qui passent partout, qui appellent à la violence, mais une violence inouïe, un certain Saqlab, il y a d'autres, il suffit juste de taper sur YouTube leur nom et vous allez voir leur discours haineux. Ils ne sont pas arrêtés. Ils sont pas arrêtés, ils sont pas inquiétés, il n'y a pas de... Alors que des militants des droits de l'homme qui militent pour avoir plus de droits, un état de droit, ils sont arrêtés, ils sont jugés, on a vu à Ouargla, on a vu ailleurs. Donc, est-ce que vous voulez dire, Sami Dziri, est-ce que vous voulez dire qu'il y a des milieux occultes, des officines qui essayent de manipuler la violence? Bien sûr. Le pouvoir fonctionne par il gère la société de deux manières. La violence, on l'a vu dans l'histoire contemporaine, mais aussi par la corruption. La corruption sert à gangréner les cercles, ou plutôt la clientèle du pouvoir, les partis politiques, les structures satellitaires du pouvoir, les associations de masse. Vous allez qu'à voir, durant les élections présidentielles, vous avez des comités de soutien qui sortent tout de suite comme ça. Et de l'autre côté, vous avez la violence. La violence a été utilisée comme un moyen de gérer la société. Restez avec nous, Sami Dziri. Un ami de l'émission, Brixi Farid, vient de nous appeler. Nous n'étions pas prévus pour un appel, mais à partir du moment qu'il est là, marhaba bik, Farid Brixi, vous vouliez peut-être intervenir? Farid? Allô? Allô Farid, merci d'être avec nous. Saha, tu m'entends, Jamel? Oui, très bien, je t'en prie. Avec Morok, je t'ai pas eu entre-temps. Allah maghfir jamia. Et le bonjour à tes invités, Salim Dziri, Monsieur Gilali Soufiane.
et professeur Belaïd Abban. Ah oui, bien sûr, professeur Ouais. Belaïd, bien sûr. Alors, je t'en prie, tu voulais intervenir. Très bien, ben, je vais être succinct pour ne pas prendre le temps de vos invités. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que il y a trois choses déjà qui ont commencé à précipiter la chute, parce que là, on est en train d'assister véritablement à un tournant historique de la chose, même si ce sont des précipices. Il y a 3 jours, Jamel. Il y a le 4e mandat qui a été fatal à ce régime et à sa tête, Bouteflika. Il y a le casting des gens qui l'ont entouré, donc les zélés comme Amara Ben Younes, ça a été un excès de zèle effarant. N'oublions pas Sellal qui avait dit en janvier 2014, je voterai pour Bouteflika, même mort, je voterai pour lui. Mépris total pour l'intelligence des Algériens. Et 3e chose, je dirais, Jamal, l'opacité et le manque de communication des officiels algériens. Apparemment, il y a eu des coups de feu à Zeralda le 16 juillet. Maintenant, toutes les hypothèses sont ouvertes. C'est-à-dire, vu qu'il y a un manque de communication, est-ce qu'il y a eu un coup d'État ou une tentative de coup d'État? Est-ce qu'on a voulu assassiner Saïd Bouteflika ou son frère? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est que 3 généraux importants de l'entourage ont été limogés. Dans le sillage, il y a eu 4 colonels en plus qui ont été limogés aujourd'hui, donc ça fait 7, plus Amara Ben Younes, et peut-être plus dans quelques jours. La grande question est la question essentielle. Quelle est la relève? Qui va reprendre le pouvoir? Parce que maintenant, on est en train de parler sur Saïd, sur un cadavre, un régime en mort cérébrale et en mort physique. Je sais que celui qui a remplacé Ben Daoud au contre-espionnage, c'est un octogénaire, donc ses jours sont comptés. Et la question qui est, comme on dit Hanaf Zaïr, ça veut dire les gens qui sont de bonne foi et de bonne qualité, les citoyens comme tes invités par exemple, la société civile, sont peu, mais peuvent faire changer la donne. Donc il ne faut pas qu'on baisse les bras, c'est le moment de redoubler d'efforts. Et je voudrais dire à M. Gilles Sofiane de continuer le rassemblement le maximum à travers la frange de la société civile, surtout les intellectuels, et d'intéresser les jeunes Algériens à la politique. Le problème, c'est que les Algériens, ils sont coupés de leurs dirigeants, et ce n'est pas leur faute. Donc voilà, c'est ça qu'il faut maintenant. C'est maintenant, il faut préparer l'après-régime, parce qu'on est en train de sentir une odeur fétide, putruante, de la chute de ce régime. Voilà, Jamel. Merci Walid Beksi, en espérant vous avoir bientôt. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, je vais faire un dernier tour de micro. Professeur Belaïd Abban. Oui, Jamel. Oui, si vous avez quelque chose à dire en particulier qui vous est attiré, qui a attiré votre attention sur ce qu'ont dit nos autres invités. Oui, je voulais simplement dire que toutes ces manœuvres dans le sérail intéressent très peu les Algériens. Ça les inquiète certes, mais elles intéressent très peu dans la mesure où la situation est extrêmement grave sur le plan économique, sur le plan sécuritaire notamment. Je voudrais juste revenir sur un aspect qui me semble important. Maintenant, est-ce que à propos des généraux qui ont été limogés, est-ce que c'est un limogeage pour erreur ou pour incompétence, ou bien c'est un limogeage préventif contre une tentative de déstabilisation? Alors, d'où pourrait provenir cette tentative de déstabilisation? Je ne pense pas que ça provienne de tout faire. Ça, je pense que c'est une hypothèse qu'il faut complètement écarter. Est-ce que ça ne proviendrait pas d'éléments qui ont été eux-mêmes, j'allais dire, victimes du clan qui est actuellement, qui tient les rênes du pouvoir actuellement? Alors, est-ce que ces manœuvres-là ne viennent pas de ces gens-là et que les généraux limogés n'ont pas su les contrer? Voilà. Donc, mais je reviens toujours j'allais dire à mon credo, c'est l'intérêt suprême du pays qu'il faut regarder. Et dans ce cas-là, malheureusement, on est encore loin de ce que espèrent les Algériens pour le changement dans notre pays. Merci Belaïd Abban. Sofiane Gilali, une question.
pourquoi ce régime qui a l'habitude d'utiliser d'euphémismes, genre appelé à d'autres fonctions, mise en réserve de la République, pourquoi avoir utilisé pour tous ces gens, les 3 généraux et Ben Younes, le terme très dur de limoger? Oui, oui. Ouais. C'est vrai que c'était des termes extrêmement violents, mais on l'a déjà vu par le passé. Mais en réalité, au-delà de ces cas-là où on sent que le régime est apeuré, où il règle ses comptes, mais au-delà de tout cela, il faut que les Algériens comprennent qu'on est en train d'assister à des soubresauts de fin de vie d'un système. C'est un système qui a été installé dès 62, ou peut-être même un peu avant, beaucoup le disent, et que au bout d'un cycle d'une 60aine d'années, il est au bout de sa capacité, de son potentiel. 60 années, c'est le cycle un peu que les grands sociologues, Ibn Khaldoun l'avait décrit, un cycle de 60 ans. C'est le cas de beaucoup de pays. L'URSS a passé un peu plus de 60 ans avec le communisme. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à la fin d'un système. Il se fera dans la douleur, mais de cette douleur-là, de cet effondrement de ce système qui est fini, naîtra par la force des choses quelque chose de nouveau, quelque chose qui redonnera l'espoir aux Algériens, quelque chose qui pourra les remobiliser, qui les remettra sur les rails de l'histoire. Et c'est l'Algérie qui en sortira vainqueur, je le crois profondément. Merci, Soufiane Djillali, en espérant vous revoir bientôt. Sami Dzeri, le mot de la fin vous revient. Soufiane Djillali vient de parler de soubresaut d'un régime finissant, d'un régime en fin de vie. Vous le croyez, vous aussi? Sincèrement, l'espoir fait vivre, certes, mais il faut être réaliste et pragmatique. Nous allons rentrer dans une phase très difficile. Compte tenu que le prix du baril de pétrole baisse et beaucoup, la conjoncture régionale et internationale n'est pas en faveur du pays. Nous avons beaucoup d'ennemis, y compris juste à nos côtés. Et donc, il faut être très vigilant. L'espoir, le garder, certes, mais on va vivre des moments très difficiles. Même dans les prochains jours, il risque d'y avoir des choses que je ne souhaite pas. Mais par contre, comme il a dit Soufiane Djillali, il faut être vigilant. Moi, j'appelle à la vigilance et à être pragmatique. Les Algériens ont le son tellement qu'ils aiment leur pays et ils n'ont pas le bon discernement de juger les choses, ils jugent plutôt avec le cœur et tout. Donc là, il faut rester vraiment pragmatique, rationnel et se préparer. Moi, je vous avoue, Monsieur Djamaldine, que c'est dans ce moment difficile qu'il faut soutenir la seule structure qui reste debout, c'est-à-dire l'ANP. J'en appelle même à des officiers, des sous-officiers à être plus vigilants parce qu'il y a un décalage entre l'état-major qui est un club de gérontophie et de gérontologique. Mais j'appelle plus à la vigilance. Moi, ce que j'ai peur, c'est que le système il va partir. Merci. J'ai peur que les puissances internationales vont tomber sur le pays comme une proie facile et puis prendre tout ce qui reste pour les générations futures. Merci Sami Dzeri, en espérant vous revoir bientôt. Merci au professeur Belaïd Abban. Merci à Soufiane Djillali, président Gil Jadid. Merci Sami Dzeri, encore une fois documentaliste et ami de cette émission qui est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Khawal khair, slama.